Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la France Insoumise. On attend plus de 41 degrés dans les départements du sud-ouest et pendant ce temps-là, évidemment, le gouvernement est en mode ventilateur puisqu'il s'agit de sans rien produire. Depuis la dernière canicule de juin, il ne s'est absolument rien passé dans les ministères. Refus d'inscrire à l'ordre du jour nos mesures d'urgence visant à adapter le pays à la canicule. Refus de donner les moyens à l'hôpital pour pouvoir le rénover, pour pouvoir l'isoler. On a aujourd'hui des situations avec des chambres pour les patientes et les patients à plus de 35 degrés, des décès pour hyperthermie, des volets de fortune qui sont faits avec, par exemple, des blouses chirurgicales. Rien non plus pour les particuliers, alors que 45% vivent dans des bouilloires thermiques. Aucune protection des travailleurs, toujours pas de seuil de température, toujours pas de droit de retrait climatique exclusif. Et le bilan de la première canicule n'est toujours pas arrivé, puisque Santé publique France nous a annoncé qu'il fallait 3 semaines pour identifier la mortalité. Tout cela plaide pour une intervention rapide et urgente. En dépit de ce constat, la motion de censure déposée hier par nos collègues écologistes n'a pas été adoptée. Le Parti socialiste a décidé de continuer à jouer la béquille de la Macronie. Ce n'est pas une surprise, ils ont voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a paupérisé l'hôpital et maintenant qu'il faut réparer l'hôpital, ils s'abstiennent de renverser le gouvernement. Et Madame Bréjon raconte absolument n'importe quoi sur tous les plateaux télé pour essayer de dégager sa responsabilité politique, puisque c'est bien la Macronie qui a sabré le budget des services de sécurité civile et des pompiers. Je rappelle qu'il y avait 880 millions d'euros de budget en 2024. 875 millions en 2026. Alors même si on n'est pas fort en maths, on fait le calcul et on voit que c'est une baisse. Si on compte avec l'inflation, c'est l'équivalent de 10 millions d'euros coupés. Plus de 300 postes de pompiers qui ont disparu à cause des politiques budgétaires de la Macronie. S'y rajoute évidemment l'abandon en 2024 de la commande de 2 Canadair. Aucun n'arrivera avant 2028. Les livraisons s'étalent jusqu'en 2033. Leur moyenne d'âge est de 30 ans. Bref, la situation est désastreuse en raison de celles et ceux qui gouvernent. Je salue l'ouverture du Festival d'Avignon où une délégation de députés insoumises et insoumis se rend pour échanger avec le monde et le milieu de la culture, aujourd'hui pris entre le marteau de Vincent Bolloré, son empire médiatique d'extrême droite, et l'enclume des coupes budgétaires du gouvernement. Et j'ai une pensée pour les 200 maisons d'édition indépendantes qui sont, à l'heure où on parle, en risque de fermer fin août, parce que leur distributeur Macassar, celui qui place les livres en librairie, est au bord de la faillite. Mettre fin à la concentration hégémonique dans le monde de l'édition, qui est toujours une menace pour l'intelligence humaine et les savoirs, dès lors que la faillite d'un distributeur serait l'effondrement de toutes et de tous. Finalement, toute notre solidarité aussi à M. Mbappé, cible d'une campagne raciste initiée par une obscure sénatrice, Mme Céleste Amaridia, au Paraguay. Les autorités françaises l'ont condamnée, c'est bien, mais je voudrais néanmoins rappeler que cette dame est une macroniste locale. Elle est membre de l'Internationale libérale, comme tous les députés macronistes. Les députés Renaissance, Horizon, Modem sont membres de la même organisation internationale politique que cette dame. Donc je les invite à faire le ménage auprès de leurs amis. Parce que dîner ensemble le samedi, se condamner le dimanche, c'est évidemment des pratiques qui me paraissent un peu passées. Nous apportons avec plus de 200 personnalités notre soutien à la camarade Rima Hassan, harcelée judiciairement en raison de son soutien à la Palestine et jugée pour apologie du terrorisme. Nous nous rassemblerons à ses côtés tout à l'heure. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000 jours de guerre contre Gaza. Le bilan, vous le connaissez, 90% de la bande détruite, 80% du territoire occupé par Israël. Et l'hécatombe continue, aussi bien à Gaza, où on admet tous les jours des victimes de tirs israéliens, qu'en Cisjordanie, où depuis début 2026, plus de 80 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation. L'armée israélienne procède désormais, au moment où on se parle, depuis plusieurs jours, à l'arrachage massif de milliers d'oliviers dans le gouvernorat palestinien de Jénine, le but étant de rendre le territoire invivable et évidemment pratiquer un nettoyage ethnique. La semaine prochaine, vous aurez la chance de retrouver notre présidente Mathilde Panot qui rentrera de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, où elle porte notre voix sur le processus, bien sûr, de paix, de décolonisation et d'indépendance. Elle pourra vous en dire un petit peu plus. Je donne maintenant la parole d'abord à Sandrine Nosbé qui va vous parler des questions des bouilloires thermiques et de nos interventions politiques, Hugo Bernalicis qui parlera des enjeux aujourd'hui sur l'état de droit qui se pose notamment cette semaine, puis André Torigna qui partagera avec vous les résultats de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales. Donc hier, comme vous le savez, a été examinée à l'Assemblée nationale une motion de censure que nous avons donc co-signée avec les députés écologistes pour sanctionner le gouvernement pour son impréparation face à la canicule et ses lourdes conséquences, donc son inaction climatique. Une vague de chaleur extrême s'abat de nouveau sur le pays et le gouvernement n'est toujours pas préparé, ne planifie toujours rien, minimise le phénomène en contestant même les chiffres de la mortalité.
et empire la situation puisque son ministre du Logement s'apprête à remettre sur le marché locatif 700 000 bouilloires thermiques. Un logement sur deux est une bouilloire thermique et que des millions de nos concitoyens et concitoyennes vivent dans des logements inadaptés et suffoquent, et que l'habitabilité des logements en été est une question de santé publique. Encore une fois, la mobilisation de citoyens et citoyennes à travers la pétition Pas de voler, pas de loyer, qui rappelle une évidence, donc une exigence élémentaire, un logement sans volet, sans store, sans brasseur d'air, qui ne protège donc pas ses occupants des chaleurs extrêmes, ne devrait pas donner lieu au paiement du loyer complet. C'est l'objet donc de la proposition de loi que j'ai déposée avec mon collègue François Piquemal, qui est co-signée par l'ensemble du groupe La France Insoumise, et qui vise donc à instaurer la suspension du paiement du loyer pour les logements qui ne protègent pas les occupants des fortes chaleurs. Le propriétaire aura donc l'obligation d'installer des dispositifs d'adaptation, tels que des protections solaires, des stores, des volets, des brasseurs d'air, et tant qu'il ne le fera pas, le locataire sera exempté de loyer. C'est une mesure d'urgence rapide à mettre en œuvre pour répondre à une nécessité immédiate. Évidemment, elle ne remplace pas les rénovations thermiques structurelles dont notre parc locatif a besoin. Ce sera aux bailleurs, aux propriétaires d'adapter le logement dans l'urgence ou alors d'assumer financièrement les conséquences. Je vous remercie. Et on va s'opposer à ce projet de loi justice criminelle, alors même qu'il a été vidé d'une partie de sa substance par le ministre de la Justice lui-même, à savoir retirer le plaidé-coupable criminel. D'abord, concernant les violences sexuelles et sexistes, c'était un premier recul qu'il avait opéré entre l'Assemblée nationale entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puis ici, avec l'examen du texte, de retirer définitivement le plaidé-coupable. Il marche maintenant main dans la main avec le Rassemblement national pour faire passer tous les textes qui ont rapport avec la sécurité et la justice. Et tout ça va se poursuivre. Alors cette semaine, on est vraiment au carrefour à l'intersection de plusieurs textes problématiques. Le premier, c'est le projet de loi Riposte qui va commencer à être examiné dès aujourd'hui. Je ne vais pas vous dévoiler, il y avait 63 articles, une bonne partie ont été supprimés en commission, ce qui fait qu'on a un texte quand même beaucoup plus court à examiner en séance. Évidemment, le gouvernement va réintroduire tout un tas d'articles et d'amendements. Et là encore, la réalité politique de ce texte, je ne rentre pas sur le fond, mais sur les rapports de force ici à l'Assemblée nationale, c'est parce que les macronistes avaient visiblement mieux à faire que d'être en commission des lois sur ce texte, qu'il a complètement été vidé. Est-ce qu'ils vont répéter cet exploit de ne pas être là pour défendre leur propre texte en séance? Suspense. Voilà. Tout à l'heure, il y aura le procès pour apologie du terrorisme de Rima Hassan, de notre collègue eurodéputé. Et je tiens à dire tout de suite, en préambule, que le groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale apporte son soutien total et entier à notre collègue Rima Hassan, qui est de traîner devant le tribunal pour je ne sais plus laquelle de plainte. Parce qu'il y en a eu tellement de signalements de la justice, la 15e, la 14e, la 13e, on ne sait plus bien. Moi, je vais vous parler de cette commission d'enquête parlementaire relative aux victimes d'incestes parentaux et aux droits des parents protecteurs. Donc, j'ai pu, aux côtés de mes collègues Ségolène Amiot, Gabriel Catala et Mathilde Feld, participer à ces travaux qui ont duré un peu moins de 6 mois. On parle de 160 000 enfants qui seraient victimes d'inceste. C'est un tabou qui commence dès le recueil de la parole, parce que souvent l'enfant n'est pas cru. Les policiers, les gendarmes ne croient pas forcément, n'accordent pas une oreille bienveillante aux enfants, et c'est un tabou pendant tout le parcours pénal. Le groupe parlementaire appelle à un tournant médico-social par la hausse du financement du service public de la justice et des dispositifs d'accompagnement des victimes de ce crime de masse. Nous appelons aussi à mettre fin aux pratiques patriarcales de la chaîne judiciaire pour briser les mécanismes de domination qui s'y perpétuent. On a beaucoup parlé du syndrome d'aliénation parentale. Ce syndrome n'est pas reconnu par l'OMS, ne figure plus dans les textes et dans la formation ni des policiers ni des magistrats, mais on observe malgré tout qu'il imprègne encore les esprits, et c'est normal puisque en fait toute la société est imprégnée de cette vision patriarcale
Donc vous voyez ce que c'est, le syndrome d'aliénation parentale, hein, qui voudrait que les femmes, qui sont des femmes bien sûr un peu sorcières, manipulent leurs enfants contre les pères quand elles sont en instance ou déjà divorcées. Donc je vous annonce avoir déposé dans ce cadre une proposition de loi visant à lutter contre le harcèlement judiciaire subi par ces mères protectrices d'enfants victimes d'inceste. Ce texte dépénalise le délit de non-représentation d'enfants utilisé comme un outil de harcèlement judiciaire entre les ex-conjoints. Il réprime le comportement d'un parent protecteur de l'enfant qui se confie au sujet des violences sexuelles subies par l'autre conjoint. Sa répression est souvent le point de départ d'un engrenage judiciaire et administratif qui piège les mères protectrices dans l'attente d'une décision sur les violences intrafamiliales signalées. Quelques chiffres, 80% des personnes condamnées pour non-représentation d'enfants sont des femmes, 750 condamnations par an, 6% à des peines de prison ferme et près de 50% à de la prison avec sursis, sans parler des situations de surendettement, puisque nous avons pu entendre des femmes qui étaient endettées à hauteur de 150 000 € et certaines avaient fait plusieurs années de peine de prison. Y a-t-il des questions? Bonjour, le monde politique est suspendu aujourd'hui à la décision judiciaire concernant Marine Le Pen. Pensez-vous que cette décision risque de redessiner durablement le paysage politique français? Comment vous vous y préparez? Alors, une seule question qui les concentre. Comment nous préparons-nous aux décisions de justice sur Madame Le Pen? Eh bien, on s'y prépare avec le sourire, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est une dure journée pour les racistes en France en général, puisque je rappelle qu'il y a également le procès de l'homme qui, à Espaly-Saint-Marcel, avait ouvert le feu à la carabine sur des enfants de 10 ans en leur adressant des injures racistes. C'est le même jour, comme quoi ils savent se retrouver. C'est donc le procès aujourd'hui de Madame Le Pen et de 11 cadres du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier, évidemment, qu'ils font ça en collectif. Bon organisé. Mais si vous voulez, nous, je vais vous dire les choses très simplement. C'est bonnet brun et brun bonnet. Quel que soit le candidat de l'extrême droite, eh bien, on est prêt à le battre au second tour des élections présidentielles. Donc, qui se débrouillent entre eux, nous, on est prêt à y aller électoralement, démocratiquement, dans les urnes, avec les bulletins de vote, à les battre, quel que soit le prénom du candidat ou de la candidate. Merci.